Oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Je disais qu'on remercie la communication verte d'avoir organisé cette soirée de levée économique. On se trouve ici dans la salle de la Sordette, donc une salle qui appartient à la communauté commune, et donc c'est à ce titre-là que je suis ici. Et puis aussi, je dirais tout de suite, à cette question de la communauté, comme toutes les communautés de communes d'accord de France, c'est le PCI qui a la compétence économique quand ces EPCI ont été créés. Il y a des compétences facultatives, mais aussi des compétences obligatoires, c'est-à-dire des compétences économiques qu'on est élu. Alors cette soirée de vœux, ça me rappelle un temps plus ancien où la communauté commune s'était organisée par nos élus qui nous ont précédés. On avait peut-être de la formule, parce que c'est vrai qu'on mettait beaucoup d'énergie à inviter, on n'avait pas toujours autant de présence qu'on aurait souhaité. On participe parfois avec Julien, et là-bas aussi il y a des vœux qu'on organisait sur le Pays de Vannes, et cette année c'était fait le 8 janvier, je crois, à la Chambre des métiers avec les 3 chambres consulaires, la CCI, la CNMA et les chambres d'agriculture. Et c'est vrai que c'était une soirée qui était assez riche, avec des témoignages d'entreprise, de tous les discours d'élus, et donc je trouve que c'était une bonne formule. Quand je disais que les communautés s'occupaient par la compétence économique obligatoire de l'activité économique, je pense évidemment à ce que l'on fait, comme dans la plupart des communautés communes. On s'occupe des zones économiques, donc on en a sur 13 communes dans la communauté, il y a 7-8 communes qui ont des petites zones, alors des zones comme Saint-Gravé ou Merzel, où la zone est en zone agricole aujourd'hui, des zones artisanales on trouve en grand nombre, et puis aussi des zones à tendance plus industrielle, parce qu'on veut spécialiser un peu, pour bien identifier les entreprises. Donc c'est le cas de la vraie croix de Moussaquet qui existe déjà, et puis la future zone de la haie à Mosaque qui va être mise en vente au début 2024, dans le premier semestre, où on va identifier les terrains, et donc on les aménage, on les prépare, on les vend, on entretient la zone, et on essaie de les développer quand c'est nécessaire. La difficulté qu'on va avoir les élus dans les mois et les années qui viennent, eh bien c'est cette raréfaction des terrains à construire. Vous avez tous entendu parler des ânes. On y reviendra dans la discussion, donc je ne vais pas vous m'attarder là-dessus, mais c'est vraiment la difficulté qu'on va avoir, le président de la communauté va revoir son document d'urbanisme avec une révision complète dès 2024. C'est un travail qui va s'étaler sur quelques années, et on aura traité cette question dans nos relations avec les entreprises, qu'ils soient artisanales ou industrielles, la raréfaction des terrains à construire, l'économie importante qu'on va faire pour ne pas casser cet espace, sera sans doute un dialogue à développer, parce que ce n'est pas toujours évident de se comprendre. On a, nous les élus, été fortement sensibilisés. Parfois, les gens qui veulent se développer ne comprennent pas pourquoi on est aussi comme. Voilà. Je me resterai là, je ne peux pas être trop long, mais je trouve que c'est Boris qui prend la suite ici. Merci Baptiste. Merci à tous et à tous d'être là ce soir. Alors, on a appelé ça cérémonie des vœux, mais quand on avait discuté au tout début avec Julien, on ne voulait pas une cérémonie extrêmement avec un long discours. Donc, on a plutôt fait ça sous forme d'une table ronde pour discuter un petit peu des sujets du monde économique sur le territoire qui est le nôtre. Et donc, je suis très très heureux et je remercie tous les intervenants qui sont là ce soir, parce que vous allez voir, je pense qu'on a beaucoup d'informations, c'est très riche. Donc, moi, c'est l'occasion de vous souhaiter bonne année et de vous présenter mes vœux pour ceux que je n'aurais pas encore croisés. Évidemment, de bonheur personnel, de réussite dans les projets, et puis évidemment la santé, c'est ce qu'on dit toujours, parce que les projets, on ne peut pas les mener si on a des soucis de santé, c'est toujours plus. Donc voilà, une fois fait ce sujet-là, l'objet c'est vraiment donc pour la Banque de France, je remercie son directeur départemental, M. Allègrand, qui va nous dresser un petit peu, va nous donner quelques clés de ce qu'est la situation économique dans le territoire, enfin en France, notamment, mais le territoire français auquel on appartient. Et puis quelques données un peu plus précises. Ensuite, on aura donc Julien Marsac, que je remercie également de sa présence, le président de la Chambre des métiers d'artisanat du Morbihan, qui fera un focus évidemment sur ce qui concerne cette chambre consulaire. Ensuite, on va se rapprocher du territoire et on a invité le Crédit Agricole avec son directeur, M. Dano, directeur de l'agence locale,
parmi les banques, un des gros financeurs de l'activité économique, et il nous dressera le portrait vu de sa fenêtre du territoire. Et puis, qui nous a rejoint, que je remercie aussi, Annick Catillan, qui est la présidente de l'Union du développement économique de Christenberg, qui du coup, nous présentera ce qu'est cette union, quelques éléments qui dressent finalement une photo encore plus précise. Et puis à la fin, on aura quelques échanges autour de ces deux sujets qui sont force et faiblesse, avec l'objectif, c'est que vous puissiez poser des questions, nous interroger, et puis peut-être répondre, et puis quelles idées on pourrait avoir. Donc voilà, moi je vais plutôt m'arrêter là, parce que je ne suis pas un spécialiste de ce sujet. Pour autant, on est en contact régulièrement pour certains, moins pour d'autres. Et donc, ça sera aussi l'occasion, une fois qu'on aura fait tout ça, de continuer avec un moment de convivialité. L'objectif, c'est de ne pas traîner 2 heures. Évidemment, ce n'est pas l'objet. On va essayer d'être. Ils ont chacun. Je leur ai donné un délai, une durée maximum, mais évidemment, l'objectif, c'est que ça puisse enrichir nos échanges après. Voilà. Merci beaucoup encore d'être là. Et puis, je vais passer directement la parole à M. Allégrand pour la Banque de France. Merci. Merci, Monsieur le maire. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Écoutez, avant de faire un point rapide sur la situation économique, alors comme le disait M. le maire, à la fois un petit focus régional, national, et puis quelques éléments plus locaux. Donc, j'en profite pour vous dire quelques mots sur la Banque de France au niveau des territoires, notamment. Alors, vous savez que la Banque de France elle a des missions de nature très différentes, qui sont certaines des missions centrales, et puis des missions vraiment d'intérêt général. Parmi celles-ci, il y a 3 axes à faire dans ces missions. La stratégie monétaire, donc ça c'est la politique monétaire qu'on opère au niveau national et européen, gestion des réserves de change, la gestion du stock d'or de la France. La deuxième mission, c'est la stabilité financière, donc on est en charge de la robustesse du système financier, et puis également de la robustesse des systèmes de paiement, des infrastructures de marché qui concourent au bon fonctionnement de l'économie, et puis les services à l'économie. Et donc, localement, ça nous amène à exercer 4 types de missions, 4 types d'activités. Rapidement, les activités fiduciaires, donc, la circulation des espèces, on est responsable de l'alimentation en espèces et de la garantie de leur qualité. On a une activité vis-à-vis des particuliers, puisqu'on gère les dossiers de surendettement des ménages. Sur le banc bilan, c'est à peu près 1000 dossiers de surendettement chaque année. La gestion des fichiers d'incidents. On est en charge de la protection et de l'information des consommateurs, ce qu'on appelle les consommateurs financiers. Et puis, on gère également la procédure de droit au compte. Donc ça nous amène à toute cette activité au niveau de la Bretagne. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 50 000 dossiers chaque année. En 2023, en tout cas, on gère à ce titre plus de 3000 personnes qu'on accueille à nos guichets de Vannes et de Lorient sur l'année 2023. Autre activité, les entreprises. Donc on est en charge de la cotation des entreprises, donc attribuer une cote aux entreprises en fonction de leur santé financière. Pour toutes les entreprises qui ont des chiffres d'affaires supérieurs à 750 000 €, donc ça concerne à peu près 3500 entreprises sur le département du Morbihan. En charge de la médiation du crédit, toutes les entreprises qui ont des difficultés dans les relations avec leurs partenaires bancaires, donc on est en charge de ce rôle de médiateur. Et puis on a d'autres missions d'accompagnement des entreprises, notamment si vous écrivez un jour sur Place des entreprises, le service public qui est maintenant méconnu, effectivement la Banque de France est en interface avec ce service. Et puis tout ça, ça nous permet d'alimenter nos travaux d'études, nos travaux de suivi sur la conjoncture économique et financière. Voilà, donc une présence sur le terrain. Alors je vais quand même prendre un peu de hauteur là, pour commencer pour vous faire un point donc, sur la situation macroéconomique. Alors on va brosser ça à très grand trait. D'abord pour vous dire déjà que la prudence s'impose, dès lors qu'on parle de conjoncture économique. La situation actuellement est extrêmement instable, beaucoup d'aléas, y compris au niveau international. Et donc, là, ce que je vous présente, ce sont les toutes dernières prévisions macroéconomiques qu'a publié la Banque de France fin décembre.
avec effectivement, on peut dire qu'on termine l'année sur une croissance extrêmement réduite, 2023, une croissance de 0,8%, la croissance réduite tout au long de l'année avec une croissance nulle sur le dernier trimestre. On dégage quand même une croissance positive, 0,8%, 0,9%. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que si on se retourne un an en arrière, l'option prioritaire, c'était plutôt le scénario d'une récession, comme finalement ce qu'a connu l'Allemagne ou l'Irlande cette année, et on se sort d'une certaine façon plutôt mieux. En 2024, on a une progression prévisible à peu près du même niveau qu'en 2023. La différence, c'est que en 2024, c'est la consommation intérieure qui devrait prendre le relais. Consommation des ménages, notamment parce que l'inflation va continuer sa dégrue. Et puis 2025, poursuite à peu près sur les mêmes tendances, donc toujours une croissance assez réduite, 1,1%, et là c'est plutôt l'investissement qui devrait prendre le relais à la faveur effectivement de la réduction qu'on anticipe des taux d'intérêt qui finira forcément par arriver à un moment. On en verra aussi après. Le contexte macroéconomique toujours, quelques indicateurs, en commençant par la situation des entreprises. Alors aujourd'hui, côté offre, tout ce qui a trait aux difficultés d'approvisionnement des entreprises, tout ça a complètement disparu des écrans après une année 2022 qui avait été extrêmement compliquée. C'est plutôt du côté de la demande que les problèmes se posent. Là, vous le voyez bien sur ces graphiques, on voit depuis 2 ans un recul progressif des carnets de commandes des entreprises. Donc à gauche, c'est l'industrie. À droite, c'est le bâtiment. Donc vous voyez qu'à gauche, dans l'industrie, on est passé sous un niveau qui est jugé d'équilibre, un niveau jugé satisfaisant par les entreprises. On entre dans une zone un peu plus compliquée. C'est aussi vrai du côté du bâtiment, mais alors là, il faut distinguer le second œuvre et le gros œuvre. Donc vous voyez que la partie, tout en haut, la petite courbe bleue, correspond à la partie du second œuvre, où les niveaux de carnet de commandes sont quand même relativement satisfaisants, alors que la partie bleu foncé qui plonge, elle correspond aux gros œuvres, dont la situation s'est quand même extrêmement dégradée sur les 24 derniers mois, et qui atteignent aujourd'hui leur niveau le plus bas depuis 2014. En dessous, vous avez la vision sur la Bretagne. Alors, ces graphiques qui nous permettent de suivre l'évolution mois après mois. Donc, vous voyez que sur l'industrie, à gauche, on a des évolutions qui sont très heurtées. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a globalement un ralentissement sur la période récente, un ralentissement très net, et qui touche vraiment l'ensemble des secteurs industriels, notamment ces derniers temps, tout ce qui a trait à l'automobile, tout ce qui a trait aussi aux industries agroalimentaires, et ça nous touche d'autant plus qu'en Bretagne, on est concerné par ces secteurs. Le seul secteur qui tire vraiment bien son épingle du jeu en ce moment, c'est l'aéronautique, mais là, pour le coup, la Bretagne est un petit peu moins concernée directement. Et puis la pharmacie aussi, qui se porte plutôt bien. Sur les services marchands au milieu, vous voyez qu'on a un secteur plus dynamique, des évolutions qui sont plus favorables, et alors ça concerne aussi bien les services à la personne, les services aux entreprises. Le seul secteur qui marche un petit peu pas actuellement, ce sont les transports, chahutés au mois de novembre par la tempête, parce que le mois de janvier va aussi être assez compliqué. Et puis le BTP, je vous le disais, vous voyez, en dessous de la zone, on est en zone là aussi négative, un ralentissement qui est très marqué, et des chiffres qui en Bretagne sont moins bons que ceux du niveau national. Si on passe sur la situation financière des entreprises, là aussi on a un point d'attention sur les trésoreries. Donc, comme pour les carnets de commandes, les trésoreries ont été beaucoup affectées en 2022, surtout par le déclenchement de la guerre en Ukraine, augmentation des matières premières. On voit que sur la période plus récente, en 2023, les trésoreries se sont plutôt stabilisées, mais à des niveaux qui sont très bas et qui sont, en fait, vous voyez bien, le plus bas niveau qu'on ait connu depuis 10 ans. Donc là, il y a évidemment un sujet d'attention. La conséquence de cette situation tendue, c'est au niveau, par exemple, on voit pour la Bretagne, une variation, une augmentation très sensible des impayés. Donc vous voyez qu'ils renouent avec leur niveau des années 2018-2019, sans les dépasser, mais on renoue avec ces niveaux historiques, ce qui est normal, puisque finalement l'activité aujourd'hui se normalise.
on pourrait avoir à peu près la même courbe sur les défaillances. Juste un petit mot avant de passer à celui-là, pour vous signaler aussi sur la situation financière, ça a forcément un impact sur l'investissement des entreprises. Alors, la trésorerie joue, les taux d'intérêt élevés jouent également. Ralentissement des investissements, je dis bien ralentissement parce qu'effectivement on continue quand même à avoir une progression des investissements et on voit également tout ça tiré actuellement par les investissements sur la transition énergétique, hein, c'est ça qui est le cœur, qui est le moteur actuellement des investissements des entreprises. Voilà, je passe là-dessus. La bonne nouvelle dans tout ce schéma un petit peu compliqué, ça vient de l'évolution des prix, l'évolution de l'inflation. Donc on est maintenant, le pic d'inflation qu'on a connu en France autour de 7%, il est maintenant bien derrière nous. Les prix des matières premières globalement ont bien reculé ou se sont stabilisés. Donc ce qu'on voit sur le graphique de gauche, c'est la proportion finalement des entreprises qui augmentent leur prix a beaucoup diminué, tandis qu'on a même aujourd'hui une proportion significative d'entreprises qui diminuent leur prix et qui les diminuent parfois sensiblement. Et donc si vous regardez sur la partie gauche du graphique de gauche, donc les courbes bleu clair, vous voyez qu'il y a des reculs et vous voyez qu'il y a à peu près 10% des entreprises sur certains secteurs qui reculent, qui réduisent leur prix. Alors on a dans ce secteur-là les industries agroalimentaires qui sont concernées. Et donc, voilà. Donc ça nous amène ces évolutions, ça nous conforte dans nos prévisions sur l'évolution de l'inflation. On a cette composante sur le graphique de droite, vous voyez les différentes composantes de l'inflation. Vous voyez qu'en 2023, la partie énergie a quasiment disparu. On voit qu'en 2024, la composante liée au prix alimentaire va aussi s'atténuer très fortement. Et tout ça va nous permettre de converger progressivement vers un niveau de 2,5% en 2024 et un retour vers 2% à l'horizon de 2025, en étant prudent puisqu'il y a toujours des aléas sur ces différents sujets. Voilà, donc il y a un point d'attention qui reste sur les sujets d'inflation, c'est tout ce qui a trait aux services marchands, les services marchands et surtout à leur composante finalement principale qui est celle des salaires. Un sujet important là-dessus, c'est effectivement on anticipe, d'après ce qu'on voit sur les négociations annuelles obligatoires qui sont en train de se dérouler dans les entreprises, on estime que les salaires en 2024 vont augmenter d'environ 3,5%, donc un niveau qui va les placer assez nettement au-dessus de l'inflation. Et donc ça c'est la bonne nouvelle parce que ça va redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs, vu nos prévisions. En revanche, ça peut quand même entretenir un socle d'inflation. Donc tout ça va amener la politique monétaire à être relativement vigilante. La question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on va baisser les taux d'intérêt. Vous avez dû voir dans la presse que les gouverneurs des différentes banques centrales de la BCE se positionnent plutôt sur un horizon à l'été 2024 et pas avant. Même si les marchés, eux, commencent à anticiper des évolutions et puis que les marchés du côté de l'immobilier, des prêts d'immobilier, on a déjà les premières diminutions. Je termine ce panorama en allant un peu plus sur notre terrain milanais et sur Questember également. On parlait des atouts et des faiblesses du département. Donc ce qu'on voit de notre point de vue, c'est un département qui est plutôt résistant en termes de conjoncture économique, peut-être un petit peu plus que la Bretagne, mais les chiffres qui sortiront prochainement le confirmeront. Alors, avec des points forts qui sont quelques filières extrêmement structurantes pour l'ensemble de l'économie locale, avec un développement intéressant, notamment autour de la filière composite. Le développement de beaucoup de nouvelles entreprises, on va y venir sur Questember, et puis aussi un atout considérable qui est l'arrivée de populations relativement aisées, à travers notamment des retraités qui injectent un pouvoir d'achat important sur le département. Les fragilités, elles se positionnent plutôt du côté de secteurs comme la pêche et l'agriculture, et puis surtout le problème dont on discute régulièrement avec Julien et les autres membres du CODEFI, c'est le manque criant de main-d'œuvre, en lien ou pas avec le logement, mais en tout cas qui limite les facultés de développement d'un certain nombre d'entreprises du territoire, mais c'est pas propre au Empire. Focus donc pour finir sur Questember, avec notamment les défaillances
défaillances et les créations d'entreprises. Donc vous voyez quelques éléments là sur les défaillances avec Questenberg, alors un nombre assez limité en fait sur Questenberg communauté, avec un nombre quand même assez limité de défaillances sur 2021 et 2023. Donc les secteurs les plus concernés, la construction, ce qui est pas aussi au niveau national, l'hébergement, restauration qui peut progresser en 2023, très peu sur le commerce de détail finalement. Voilà, et donc ces évolutions elles sont à mettre au regard d'une dynamique sur la création d'entreprises. Donc là, vous avez les statistiques sur 2021-2023. Donc 2021-2022, des 2 années au profil assez comparable, puisqu'on avait à peu près 80 créations d'entreprises sur le périmètre de l'EPCI sur chacune de ces 2 années. 2023, le mouvement s'était poursuivi, puis vous voyez qu'il s'est tassé à mesure qu'on avançait dans l'année, donc on finit l'année avec 57, je crois, 57 créations seulement. Alors on est sur un profil exactement identique à ce qui se passe absolument partout en France, avec vraiment ce tassement pour 2023, et puis ces défaillances qui repartent à la hausse, même si elles restent encore assez en deçà de la moyenne longue sur les années 2010. Voilà, un sujet évidemment d'attention pour nous tous. Merci, monsieur Allégrand. Alors, du coup, ce qui est intéressant, et dans la salle, j'en profite pour excuser Janine Magric, qui est notre adjointe au commerce, qui est prise pour des raisons professionnelles en dehors du territoire ce soir. Elle regrette vraiment de ne pas pouvoir être là et pour participer à cette soirée. Mais on a une grosse diversité sur notre territoire d'entreprise. On a des entreprises de l'agroalimentaire, dont certaines très grosses, si on prend Questenberg Communauté, Procanard et Gabion sont des très, très grosses entreprises, même à l'échelle départementale, ça fait partie des grosses. Et puis après, on a beaucoup d'entreprises diverses et variées, que ce soit des entreprises de services, que ce soit des commerces, que ce soit des artisans. Ça fait partie des éléments où, voilà, moi je souhaitais qu'on ait des éléments de contexte un petit peu pour pouvoir se dire est-ce qu'on est différent, nous, sur notre territoire ou pas. Alors, on voit qu'on a quelques spécificités, mais on suit un mouvement qui est assez similaire, en tout cas dans ce que j'entends par rapport à ce qui se passe ailleurs. Comme il y a beaucoup de commerçants et d'artisans aussi sur notre territoire, c'est lié aussi, je le disais tout à l'heure, je ne sais plus avec qui dans le hall, moi je ne me plains pas en tant qu'élu parce que j'ai la chance d'être dans une commune qui attire de la population avec des dynamiques. Je viens d'un territoire où les villes perdent de la population, et je peux vous dire que les élus dans ces territoires-là et les entreprises dans ces territoires-là, elles sont en stress beaucoup plus fort parce qu'il n'y a pas ces relais de croissance potentiels quand les choses vont un peu moins bien au global. Donc, des entreprises de commerce et d'artisanat sur lesquelles on voulait faire un petit focus particulier, donc la présence de Julien, à qui je tends le micro tout de suite, qui va faire la photo de ce que lui il voit sur le territoire. Alors, merci. Déjà, je vais commencer par me présenter, puisque je ne me connais peut-être pas, et je présenterai à la suite de cela la Chambre de métier. Alors, moi, je m'appelle Julien Marsac, je suis donc président de la Chambre de métier de l'artisanat du Morbihan, une chambre de métier qui est une chambre régionale aujourd'hui, depuis maintenant presque 3 ans. Et d'où les chiffres qui arriveront à la suite de ma présentation personnelle, qui sont des chiffres, dans un premier temps, des chiffres bretons. Parce qu'on a cette chance, je considère que c'est une chance, d'avoir justement cette force de frappe bretonne. On entend parler d'une région qui ne se porte pas si mal que ça, et c'est vrai. Et je pense que c'est grâce justement à cette régionalisation qu'on a pu faire dans différents services. Et ça nous apporte vraiment une visibilité de nos actions. Je vous présente rapidement la Chambre de métier, juste pour vous dire que la Chambre de métier, eh bien, elle a été créée par impulsion des artisans, il y a de ça quelques décennies, et surtout elle a été créée pour les artisans, pour les entreprises artisanales. Vous dire que c'est environ une centaine d'élus qui, comme moi, ont été donc élus par leur père et donc qui travaillent pour représenter l'artisanat sur les territoires, pour participer à tous les programmes lancés dans les EPCI qui concernent le commerce et l'artisanat.
Alors, je ne veux pas parler de mes collègues de la CCI, mais c'est sensiblement les mêmes missions, mais le public est légèrement différent. Et puis vous dire également que, quand je parlais d'une force de frappe importante, la Chambre de métier et l'artisanat de Bretagne, c'est 850 salariés approximativement, qui sont répartis sur une partie d'entre eux sur l'accompagnement des entreprises pour un tiers environ, et l'autre partie sur la formation initiale, parce qu'on a une grosse activité de formation initiale un peu partout sur la Bretagne, mais j'en parlerai un petit peu plus loin. Nos missions, eh bien, c'est, je l'ai dit, d'accompagner les entreprises artisanales, de la création, parce que beaucoup d'entre vous ont certainement passé le stage, l'ancien SPI, ce qu'on appelait le SPI, un stage de préparation à l'installation, qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, mais qui a été remplacé par d'autres modules. Donc de la création jusqu'à la cession de l'entreprise, et puis en passant bien entendu par toutes les étapes de la vie d'une entreprise, que ce soit l'accompagnement, au développement, au RH, au numérique, et j'en oublie. Juste quelques chiffres bretons. Bon, je ne vais pas vous noyer de chiffres, l'idée n'est pas là, bien au contraire, on l'a dit tout à l'heure, vraiment c'est de laisser la place, aux échanges qui auront lieu tout à l'heure pour que vous puissiez nous donner, vous, votre ressenti du territoire. Quelques chiffres néanmoins bretons pour que vous puissiez voir quand même où se situe et le Morbihan et Questenberg Communauté. Donc plus de 90 000 entreprises bretonnes du secteur de l'artisanat et puis une quantité importante d'entreprises quand même, presque 10% qui ont été créées en 2023, qui pour la plupart, je le disais tout à l'heure, sont structurées en micro-entreprises. Ce sont beaucoup des entreprises de petite taille, unipersonnelles, où bon, il y en a quand même d'autres qui sont créées autrement, mais quand même pour 70% d'entre elles en micro-entreprises. Et puis vous dire, que voilà, l'apprentissage fait vraiment partie de notre ADN, 7 sites de formation. Pourquoi? Parce qu'il nous semble important de continuer à former nos jeunes, parce que nos jeunes, ce sont nos salariés de demain, et ce sont même, je vais aller plus loin, nos repreneurs de demain, ceux qui reprendront nos boîtes demain, c'est bien ces jeunes qui auront été formés. Et puis répartis, bien entendu, dans les différents services qui composent l'artisanat. Un petit focus sur le Morbihan. Donc on n'est pas les mauvais élèves dans le Morbihan. Au contraire, on est même plutôt dynamique. Je l'entendais à l'instant et c'est vrai, je partage. Plus de 20 000 entreprises artisanales, des entreprises qui sont relativement en bonne santé. Et puis, je vous ai sorti quand même un top 3 des activités pour que vous voyez où vous pouvez vous situer. Hein. Je ne connais pas vos activités diverses, mais voilà les 3 grandes lignes des entreprises qui sont représentées en Morbihan. Et un petit focus quand même sur les dirigeants de moins de 25 ans. Ça m'a semblé important de vous montrer que eh bien dans l'artisanat, on peut s'installer très jeune. Et il y a de très belles réussites. Alors, bien entendu, c'est 2%, c'est pas non plus quelque chose de très très important, mais c'est montrer quand même que c'est possible. Et il me semblait important quand même que je puisse vous le montrer. Et puis un focus également sur les personnes qui seraient susceptibles de céder leur entreprise dans, je dirais, dans les 5 à 10 ans à venir. Tout dépendra à quel âge on voudra bien nous donner la retraite. Mais je ne vais pas faire de politique ce soir. Donc, plus de 54 ans, c'est environ 30% des entreprises dans le Morbihan. Voilà, et donc un petit focus sur les accompagnements quand même que l'on a pu proposer aux entreprises. Tout cela simplement pour vous dire que n'hésitez pas à user de la chambre de métier et des chambres de vos différents réseaux consulaires, puisque nous sommes là pour ça. Et notre raison d'être, c'est bien les entreprises, hein, c'est pas autre chose. Donc je voulais également vous parler des passes commerce artisanat, quelque chose qui fonctionne très bien en Morbihan, qui fonctionne très bien en Bretagne, mais particulièrement en Morbihan, et très appuyé par les EPCI. Donc merci. J'ai un petit focus à faire après, je crois, je ne sais plus. Non, je ne sais pas si tu as les chiffres des PCA en Questenberg Communauté. Je ne les ai pas amenés avec moi, mais je sais qu'au global en Morbihan, c'est 115. On a un expert, il interviendra peut-être tout à l'heure. Donc 115 dossiers qui donc ont été déposés et accompagnés pour des aménagements, des investissements et un accompagnement à la création parfois.
Voilà. Et puis quand même, vous dire que dans le Morbihan, c'est quand même 1500 apprentis qui sont formés à Vannes. Alors je parle de Vannes parce que c'est le seul site morbihanais actuellement. J'espère un jour peut-être développer, mais aujourd'hui nous restons vanntais. Et puis, parlons de Questenberg Communauté, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là ce soir. Je vais pas vous relire ce qui est écrit derrière moi, mais voilà, vous dire que quand même, on n'est pas les mauvais élèves à Questenberg. D'accord. Ceux qui sont là? D'accord. Alors j'ai fait une comparaison entre le bassin vantais et le bassin de Questenberg. Donc le nombre d'entreprises artisanales sur Questenberg Communauté, 779 entreprises artisanales au total et 81 créées en 2023. Et puis donc en comparaison, plus de 5000 entreprises sur le pays de GMVA. Bon, on a bien vu, GMVA attire beaucoup d'entreprises, Vannes attire énormément, mais bon, vous voyez par rapport à Arc Sud-Bretagne, qui est quand même vos voisins, Arc Sud-Bretagne c'est sensiblement le double de Questenberg Communauté, mais pas forcément le double en installation 2023. Donc Questenberg Communauté est plus dynamique que GMVA pour le coup en installation, et proportionnellement. Et donc 28,5% de dirigeants qui ont plus de 54 ans, donc 222 dirigeants, c'est un peu moins que la moyenne régionale. Donc c'est 2 à 3 points de moins que la moyenne régionale. Alors vous allez me dire, il est venu pour qu'on vende nos boîtes ou quoi? Non, pas du tout. Mais simplement, je pense que c'est important d'en parler parce que il faut préparer tout ça. Quand on veut céder une entreprise, eh bien, il faut s'y mettre longtemps à l'avance. On est tous convaincus. Moi, je suis boucher charcutier. Alors, vous savez, j'ai l'impression que ma boîte c'est la meilleure du monde, mais en réalité, elle est peut-être pas si attractive que ça. Mais on est tous convaincus pourtant que nos boîtes, c'est nos bébés. Elles fonctionnent bien à notre façon. Mais un repreneur, lui, il aura peut-être d'autres envies, il aura peut-être d'autres projets. Peut-être que l'État lui imposera des nouvelles normes. Je pense surtout au métier alimentaire, bien entendu. Donc voilà, donc juste ce petit slide, mais qui est disponible également sur le site internet de la Chambre de métier, qui vous dit simplement que si demain vous souhaitez vendre, n'attendez pas demain pour vous mettre à vous poser les bonnes questions. Et il y a au sein de la Chambre de métier, au sein de vos chambres consulaires, il y a des services dédiés à cela, qui sont là pour vous accompagner et vous conseiller. Voilà. Donc je ne serai pas tellement plus long, surtout encore une fois pour laisser la place aux échanges tout à l'heure. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Donc c'était intéressant, et alors évidemment vous n'êtes pas tous forcément à transmettre votre entreprise bientôt, mais par contre dans votre réseau autour, il peut y avoir des personnes qui sont intéressées par ce sujet. Donc n'hésitez pas à diffuser cette information-là. Enfin, nous, dans les échanges qu'on a avec Janine, l'adjointe qui n'est pas là ce soir, on accueille beaucoup de personnes qui veulent s'installer. Beaucoup. Après, des fois les projets sont plus ou moins bien montés, plus ou moins solidement montés. Et on va avoir la prise de parole juste après du Crédit Agricole, mais nous on essaye d'accompagner du mieux qu'on peut, mais sur ce volet-là, que ce soit transmission de montage du dossier sur la partie économique, on a le service développement économique, Marc Lemoine nous a rejoint, que je salue, qui peut travailler là-dessus, mais il y a tout un tas de partenaires, et nous, on peut être un peu facilitateur, on peut aider un petit peu, mais on n'est pas propriétaire de foncier, donc, ou très peu, ou alors dans les zones d'activité, et là c'est sur de la création beaucoup, ou un peu en transmission. Par contre, quand on est dans le centre de la ville, on est très peu propriétaire, nous, la commune, on en a quelques-uns des beaux commerciaux, mais c'est vraiment limité. Et donc, c'était important d'avoir une photo encore plus proche du terrain, même si les deux intervenants précédents, que je remercie, ont déjà dressé des éléments. Mais du coup, le Crédit Agricole, qui est une des banques les plus importantes en termes de financement de vos entreprises, c'était important pour nous qu'il nous donne cette vision-là. Donc, Sébastien, si vous voulez bien.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors, merci Boris et merci Patrice pour l'invitation, bien évidemment. Vous avez dit, Boris, que vous étiez maire satisfait du dynamisme de la commune. Je partage, je suis un homme heureux au Crédit Agricole dans la mesure où effectivement on est là pour accompagner les projets. Il y en a beaucoup sur le territoire. Je suis ici depuis plusieurs années et malgré les crises successives que l'on a pu avoir, eh bien, je constate que chaque année, il y a effectivement beaucoup d'activités. Je n'ai absolument pas la prétention d'être un économiste, de vous donner des choses toutes faites. Lorsque Boris m'a contacté, j'ai juste pris le temps, en une demi-heure, de mettre sur quelques diapositives, quelques idées qui me sont venues et que je vous propose de partager. Une première diapositive, juste pour vous dire, le Crédit Agricole, c'est 3 métiers qui sont des activités totalement complémentaires. La banque, c'est ce qu'on connaît le mieux. En clair, on collecte vos économies et on le prête aux entreprises, aux entrepreneurs du territoire. Pour faire simple, et vous donner juste quelques chiffres, l'agence de Questenberg, c'est grosso modo 500 millions d'euros d'encours de crédit qu'on gère, et c'est 450 millions d'encours de collecte que l'on gère. Voilà. 16 000 clients nous font confiance sur le territoire. Alors quand je dis le territoire, c'est la zone de chalandise qui correspond à peu près à la communauté de communes, peu ou prou, avec bien sûr des clients qui peuvent être limitrophes, qui à la vraie croix choisissent plutôt Elvin que Questenberg, mais tout ça c'est la même maison. Et pour vous montrer le dynamisme du Crédit Agricole, et on n'est que un partenaire sur la place, on n'est pas tout seul, on a aussi des confrères. Chaque année, en moyenne, c'est entre 500 et 600 ouvertures de compte ici en local. Voilà. Premier métier, la banque. Deuxième métier, la protection, à travers toutes les gammes d'assurance. Et enfin, l'immobilier. Et on ne s'est pas concerté dans nos préparations successives, mais vous allez voir que vous allez retrouver des concordances, en tous les cas, dans les propos. Concrètement, notre soutien au financement ici en local, on est vraiment la banque qui prête en local, c'est grosso modo chaque année 60 millions d'euros. Je vous laisse découvrir la répartition. Ce qu'il faut juste retenir sur cette diapositive, ce qui a différencié 2023 de 2022, c'est qu'on a eu quand même, il faut bien dire, une baisse significative du crédit à l'habitat. En clair, approximativement en local, -20 à -25% d'octroi de crédit sur les financements des particuliers, compte tenu des contraintes réglementaires qui nous sont imposées. Ce n'est pas le fait de ne pas vouloir accompagner les projets, parce que bien sûr, on a à cœur d'essayer d'accompagner tout le monde, mais malheureusement, ce n'était pas possible, on pourra développer plus tard. Tu parlais, Julien, tout à l'heure, des installations. Sur le territoire, le dynamisme. Nous, au Crédit Agricole, on a encore accueilli 100 nouveaux professionnels au cours de l'année 2023, donc vraiment en local, avec divers types d'activités, y compris dans ces 100 que je cite, des installations en micro-entrepreneurs, on va y revenir tout à l'heure. Dans les acteurs économiques, j'associe aisément nos amis agriculteurs qui ne sont pas là, mais compte tenu du contexte, juste une diapositive pour dire que le milieu agricole sur Questenberg communauté, ça a son importance, ils sont nombreux, et ils sont nombreux aussi à partir en retraite d'ici quelques années. J'ai encore eu l'occasion de croiser tout à l'heure un Célan dans nos locaux. Ça se prépare, c'est comme toutes ces sessions, tu parlais, Julien, de la préparation de la session. Voilà, c'est un sujet. Et puis, on avait l'habitude, il y a encore 10 ans, d'avoir beaucoup d'installations, on va dire en conventionnel, donc des installations assez classiques. Et on assiste depuis quelques années à de plus en plus des installations, alors pas plus atypiques, mais qui sont plutôt orientées vers des circuits courts, avec en local des nouvelles générations de locaux, mais aussi de gens qui viennent d'ailleurs, y compris de régions parisiennes, qui sont souvent diplômés, voire surdiplômés, et qui viennent s'installer sur des circuits courts. J'ai tendance à dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Je me suis autorisé à dire, avec mes mots, un milieu agricole un peu plombé avec quelques paradoxes, la notion de souveraineté alimentaire, mais ce sont quelques-unes des revendications des agriculteurs du moment. Toujours plus de normes, toujours plus d'importations. C'est un véritable sujet. C'est moi qui vais le résoudre à mon niveau. Un deuxième paradoxe que je voulais mettre en évidence, c'est tout simplement aussi la posture que nous avons les uns et les autres en termes de consommateurs.
Alors oui, il y a de l'inflation, il y a des problématiques de budget, pour certains plus compliqués que pour d'autres. Mais il y a un vrai paradoxe quand même, c'est que moi je m'aperçois au fil des années, je commence à être un peu expérimenté au Crédit Agricole. Pour faire simple, vous avez aujourd'hui un ménage avec monsieur, madame et 2 enfants, vous avez au minimum un budget de 150 € uniquement pour le digital. Et je n'ai pas là-dedans ajouté éventuellement les abonnements Netflix, Amazon, etc. Et tout ceci, avec un budget qui est contraint, ça se fait souvent au détriment de l'alimentation. Voilà. Il y a effectivement une vraie problématique de prix bas pour nos agriculteurs. Et j'en dirai pas plus sur le sujet ce soir. Un point sur le logement, là aussi quelques constats. Alors, vous disiez les taux vont baisser tôt ou tard, je partage. Plus ce sera tôt, mieux ce sera effectivement pour les emprunteurs. Moi j'ai tendance à dire qu'effectivement il va se passer quelques mois, il y aura une certaine stabilité, et puis sous réserve qu'il n'y a pas, on va dire, de crise géopolitique majeure, eh bien normalement on devrait assister à une baisse progressive des taux. Mais inutile de vous dire que entre les taux qu'on avait à 1,50 il n'y a pas si longtemps que ça, et les taux à 5% aujourd'hui, il y aura une baisse, mais elle ne sera pas aussi brutale que la moitié, bien évidemment. Sur le territoire, il y a toujours des projets d'installation. Vous disiez, il y a des retraités qui ont du pouvoir d'achat. On assiste effectivement à des retraités qui viennent s'installer, mais pas que des retraités. Il y a aussi des jeunes, avec sur le territoire encore beaucoup de constructions individuelles. On assiste de plus en plus à des constructions de collectifs. Dans quasiment toutes les communes, il y a des projets de lotissement portés par les collectivités, parfois portés par le Crédit Agricole Immobilier ou d'autres privés, tout simplement. Mais il y a une vraie dynamique sur le territoire sur la partie du logement. Sincèrement, 2 difficultés que j'ai mis en exergue dans la présentation. Les primo-accédants, c'est plus compliqué, effectivement, d'accéder à la propriété. Comme je vous le disais, malheureusement, on a refusé un certain nombre de dossiers que l'on aurait acceptés il y a 3 ou 4 ans en arrière. On n'avait pas le choix de dire non, malheureusement, ça fait partie du job. Deuxième sujet, sur Questembert, je trouve qu'il y a un vrai besoin de logements sociaux avec des personnes, quel que soit leur âge, des jeunes et des moins jeunes, qui ont des difficultés de trésorerie à la fin du mois. C'est aussi un sujet. Un petit zoom pour dire que l'écologie et la loi climat apportent aussi, on va dire, un souffle d'énergie positif quelque part, avec de plus en plus de projets sur lesquels nous sommes sollicités en matière de rénovation énergétique. Et donc là aussi, on a, en ce qui nous concerne, les réponses. Voilà. Une plaque sur vous, quelque part, les acteurs économiques. Alors, j'ai fait très simple, j'ai mis les professionnels au sens large. Ma vision est de dire, et je vous rejoins là aussi dans vos propos, je trouve, pour avoir fait bien sûr d'autres agences avant de venir à Questembert, que le territoire est quand même très dynamique. Certes, il y a quelques difficultés, mais concrètement, il y a beaucoup plus de gens qui vont très bien que de gens qui vont moins bien. D'accord ? La particularité du territoire de Questembert, c'est que la zone est étendue, il y a une complémentarité entre le centre-ville, la gare et toutes les zones. Je dirais qu'on a tous quelque part à défendre nos intérêts communs et à travailler ensemble. Annie parlera de l'UDEC tout à l'heure, mais peut-être de l'UDE. En tous les cas, il y a matière à œuvrer dans ce sens du développement. Vous l'avez dit également, et je vous rejoins, ce qui m'a étonné, ce qui me surprend, c'est qu'il y a un énorme tissu d'artisans en local. Tous les corps de métier sont représentés, quels qu'ils soient. J'ai juste noté, vous l'avez dit, dans le bâtiment, on dit souvent que dans le bâtiment tout va bien. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que tous les artisans en lien avec la rénovation se portent plutôt bien. Certains artisans qui sont liés à la construction neuve peuvent avoir quelques difficultés parfois. C'est un constat. Beaucoup d'installations d'auto-entrepreneurs, je ne vais pas y revenir. Vous l'avez dit aussi, nous on ressent chez nos professionnels une certaine prudence dans les investissements, notamment dans les gros investissements, même si ce sera probablement qu'un simple report et une annulation d'investissement, mais on le ressent en ce début de l'année 2024. Voilà, je notais de façon un tout petit peu provocatrice, voilà, comment concilier les intérêts de tout le monde
et de faire en sorte peut-être d'attirer des locomotives dans le centre-ville et ailleurs. Bon, écoutez, peut-être que le débat permettra d'avoir une solution tout à l'heure. Voilà. Une dernière diapositive, juste pour vous dire que je n'avais que 10 minutes de parole et je vais à peu près tenir le temps. Très sincèrement, moi je vois les comptes professionnels et les comptes de la vie privée. Très sincèrement, j'ai un discours très optimiste à Questenberg. Beaucoup de gens vont très bien, d'autres vont bien. Mais là aussi, pour relativiser, quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, notamment les pays en mer, franchement, il fait bon vivre à Questenberg. Voilà. Le dernier message, en lien avec le discours que tu as porté, Julien, qui concerne, on va dire, la gestion de l'entreprise en général. Moi, j'ai tendance à dire, avec mes mots, ne m'en voulez pas, un bon professionnel, c'est celui qui a une stratégie, quelle que soit la taille de sa boutique, que l'on soit charcutier traiteur, ou que l'on soit boulanger ou commerçant, peu importe. L'idée d'avoir une vision, c'est qu'il faut avoir un pied dans le présent, dans la réalité opérationnelle, les contraintes du jour, mais il faut aussi avoir un pied dans l'avenir, se projeter. Et là, honnêtement, je ne t'avais pas cité, mais les chambres consulaires, bien évidemment, votre notaire, votre expert juridique, votre expert comptable, votre partenaire financier, voyez-nous plutôt comme des partenaires. En tous les cas, ma devise est de dire qu'avec beaucoup de communication, on arrive à résoudre plein de situations. Voilà. Merci pour votre attention. Donc, avant de passer au moment d'échange, Annie, vous avez le redoutable privilège d'être la seule femme à cette table. C'est ce qu'on s'est dit en arrivant. Heureusement que vous êtes là, parce que sinon, on se sentait un petit peu trop à base de testostérone sur la scène. Dans les éléments que moi j'ai entendus avant et que je peux mettre quand même en complément, c'est la notion de, effectivement, vous n'êtes pas tout seul, il y a un tissu autour de vous, il peut y avoir des moments plus ou moins difficiles, c'est bien certain. Quand, dans le cadre de Petite Ville de demain, on a mis en évidence les difficultés qu'il peut y avoir et les attraits qu'il peut y avoir, mais on a une commune qui est tirée en plusieurs morceaux, en fait. On voit bien avec des dynamiques très différentes, celle autour de la gare à Bel Air, où là c'est le flux de passage qui fait la dynamique, faut pas se cacher. Les zones d'activité qui coupent finalement cette zone de Bel Air en haut, où il y a des dynamiques commerciales et entrepreneuriales de type artisan ou autre, et où là, Questenberg Communauté fait son travail, et on voit qu'on a aussi des éléments. Et puis après, on a le centre-ville qui est un peu plus loin de tout ça, avec les difficultés dans le cadre de PVD que l'on peut imaginer, qu'on a déjà étudié un petit peu, et sur lesquelles les clés de travail sont un petit peu plus dures, et j'espère qu'on aura des échanges. Et puis, vous avez ce réseau, parce que dans une autre entité, on en discutait avec Patrice Lepénuisi, vous parliez d'agriculture, ce qui fait la force du monde agricole sur le territoire, c'est ce que nous disent les sociologues de l'INRAE qui ont travaillé, c'est un très fort réseau, et depuis longtemps. Et c'est ce qui fait que les entreprises locales en agriculture ont réussi à rester robustes, notamment sur la partie élevage laitier, qui est une des plus sensibles au prix notamment. Et c'est cette mise en réseau qui a bien fonctionné. Donc du coup, c'était logique que vous soyez à la table pour pouvoir discuter et de nous présenter c'est quoi l'UDEC, quelles sont les perspectives, comment vous vous positionnez. Donc merci Annie d'être avec nous. Bonsoir à tous. D'accord. Donc bonsoir à tous, moi c'est Annie Técatlian. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je tiens la boutique de l'Atelier des Anges à Montmarie, donc un côté coiffeur, un côté boutique déco-cadeaux. Donc je vais vous parler de l'UDEC. L'Union des commerçants a aujourd'hui 56 ans et regroupe une soixantaine de professionnels à peu près. Cette année, l'Union des entrepreneurs, l'UDE, a fusionné avec l'UDEC. Nos objectifs principaux sont de faire rayonner le territoire à travers des animations commerciales régulières, type quinzaine commerciale de Noël, de l'été, loto, karaoké, et de faire se rencontrer et se connaître les professionnels du territoire via un programme qui sera mis en place par les anciens membres de l'UDE. D'être en lien et acteur majeur avec la participation aux décisions prises par les élus.
À cette occasion, nous tenons à remercier le travail de Janine Magret pour les contacts très réguliers et les projets menés ensemble. Voilà, sinon, pour être un petit peu plus morose, on va dire, l'ambiance est actuellement assez morose, on le sait tous hein, avec les informations. Aujourd'hui, le manque, vous disiez Sébastien, d'une locomotive suite au départ de la boulangerie et la cave du fromager qui laisse des locaux de belle taille vides, doivent rapidement trouver preneur afin de relancer le commerce du centre-ville. Des solutions concernant d'autres locaux et bâtisses abandonnés doivent être trouvées afin de remplir l'ensemble des volumes disponibles, tels que Guilloquet, Nose, qui sont, c'est vrai, un petit peu vides. Et bon, voilà, sinon nous, des propositions, on peut en avoir à notre niveau, hein, création d'un marché à thème le samedi, marché de producteurs locaux, bourse aux plantes, antiquités, livres, parfums, et également les animations par les associations questembertoises plus régulières. Je trouve qu'il y a beaucoup d'animations, beaucoup d'associations sur Questembert, et ce serait bien qu'on les voit un peu plus sous les halles, le samedi ou le dimanche, qu'elles fassent, parce que c'est sûr, il y a le forum des associations au mois de septembre, mais tout le monde ne peut pas y être, et ce serait sympa, à la limite, qu'on les voit plus régulièrement, et peut-être que ça apporterait un petit regain et des visites un peu plus des jeunes, des moins jeunes, tous ensemble. Voilà. Donc, nous, on veut bien que tout le monde vienne à l'UDEC, il n'y a pas de souci. Plus on est fort, et ensemble, c'est mieux, quoi. Voilà. Je vous remercie, bonne soirée. Effectivement, vous avez parlé de Janine. Alors, je profite du moment qui est donné là aujourd'hui pour. Vous allez recevoir une invitation. Alors, on parle vraiment pour le coup des commerçants du centre-ville. On a un cabinet d'études qui nous accompagne là pour travailler autour des flux et des stationnements. Parce qu'un des facteurs importants pour le commerce, évidemment, quand vous êtes une entreprise sur une zone d'activité et que vous travaillez chez les clients ou sur votre site propre, vous avez moins ce sujet-là des flux, même s'ils sont importants pour se faire livrer. En revanche, le commerce, c'est une question de flux, que ce soit une question de flux piéton, que ce soit une question de flux véhicule. Vous avez parlé de la boulangerie qui effectivement est fermée, et on travaille, j'ai eu 2 réunions avec la Chambre des métiers et la Fédération de la boulangerie pour se dire comment on envisage l'avenir, parce qu'il y aura d'autres départs en retraite qui arriveront sur la boulangerie. Et on sait que le pain en France est un sujet relativement important et qui fait aussi partie de ces symboles. Les derniers commerces sont souvent le bar et la boulangerie dans les communes les plus petites. On a inauguré une boulangerie il y a de ça quelques semaines du côté de Lausanne, donc c'est vraiment le cœur de ce genre de choses. Dans les animations, effectivement, vous avez eu raison de dire que nous, on attend les associations. Sorties du Covid, nous, on avait fait le travail d'aller voir toutes les associations sportives en disant il n'y a pas de forum, vous n'avez pas moyen de recruter. Les halles, elles sont disponibles. On l'a fait plusieurs fois, le club de tennis de table l'a fait. Il installe des tables, il fait une animation sur une demi-journée ou une journée entière, selon la capacité qu'ils ont. L'OMS a remis les foulées questembertoises au centre de la ville sur la dernière course qui était en dernier week-end de décembre. Donc, moi, effectivement, ça fait partie des sujets où je fais appel. J'ai l'habitude de dire que la commune, ça ne peut pas être elle qui porte toutes les animations, et on a un vivier important. Donc, j'entends ce message-là, et il faudra qu'on le porte. Juste avant de passer le micro dans la salle pour ces éléments est-ce que vous partagez, est-ce qu'il y a des autres éléments sur les forces faiblesses que vous vouliez mettre en évidence? Le point du marché du samedi matin, parce que je sais que ça circule comme information. Pour le coup, le comité commerce, avec des élus, des représentants des commerçants, qu'ils soient sédentaires ou qu'ils soient des commerçants du marché, avec Janine, on a travaillé pendant 2 ans pour essayer de faire un marché de samedi matin. Un marché plus petit, parce que celui du lundi, évidemment, un marché d'envergure régionale, mais qui est un lundi. Alors, du coup, qui pose tout un tas de problématiques, parce que d'autres commerces sont fermés normalement le lundi, donc on n'ouvre pas. Est-ce que vraiment j'ai du chiffre d'affaires? Et là, vous pourrez vous exprimer. En réalité, nous, on était prêts à l'ouvrir ce marché, sauf que ça ne se décrète pas. Il faut des gens à venir. Et tous les artisans, les commerçants sédentaires qu'on a essayé de faire venir vous disent
bah oui, mais le samedi matin, moi j'ai un marché à tel endroit, j'ai un marché à tel endroit, je ne peux pas me décommander sur un marché sur lequel j'ai déjà un chiffre d'affaires important. Donc en réalité, c'est pas qu'on n'a pas voulu, hein, c'est qu'on n'a pas pu. Ça a duré 2 ans. Je ne sais pas s'il y a d'autres membres du comité commerce dans la salle, mais c'est pas faute d'avoir travaillé le sujet. Donc on y reviendra peut-être. Peut-être qu'il faudra qu'on se mette en commun, mais le marché des commerçants de foire, parce que c'est comme ça, une foire des marchés, c'est un marché particulier. Et quand ils ont des bonnes places sur le marché doré, et l'été, il y a même des marchés de côte qui sont extrêmement forts les samedis, du coup c'est difficile de les faire. Je ne dis pas qu'on y reviendra pas, mais en tout cas c'est un sujet qu'on avait abordé et avec beaucoup de déception quand on n'a pas pu aller au bout. Alors, il y a des micros dans la salle, et donc c'est le moment sur lequel vous pouvez prendre la parole. Alors l'objectif c'est pas de faire 1 heure sur le sujet, parce qu'il faut qu'on puisse aller partager de manière plus directe. Mais si vous avez des questions, si vous avez des témoignages que vous voulez donner là maintenant, n'hésitez pas. Et puis nous, ici présents, on pourra répondre ou pas, en fonction des types de questions que vous aurez. La première question est toujours la plus difficile. J'en profite pour saluer, tant que le micro arrive, Nicolas Jean de Rochefort-en-Terre Tourisme qui est là. Il nous fait plaisir d'être ici, parce que le tourisme, ça fait aussi partie de la dynamique d'un territoire. Alors je vous demanderai de vous présenter, parce que tout le monde ne vous connaît pas forcément. Oui. Je m'appelle Antoine Boucher. Alors moi je suis dans l'artisanat, donc pas du tout du métier de la bouche, mais j'avais envie de parler du marché par rapport au mercredi soir, il y a un petit marché aussi à Castambert. Rien à voir avec mon métier, du coup, mais je suis consommateur et je vois les métiers de la bouche qui sont assez présents sur Castambert, sur les graphiques qu'on voyait tout à l'heure. Et je trouve ça super bien, j'aime bien y aller, mais pour se garer, c'est très compliqué. Et c'est toujours le même problème qui revient. Dans le centre de Castambert, pour se garer, c'est très compliqué. Donc ça nous bloque un petit peu à y aller. C'est pas évident. Alors on peut se garer à l'extérieur autrement, mais c'est toujours le frein qu'on a. Alors je vais répondre, et puis s'il y a des témoignages sur d'autres communes, on a vraiment cet atelier cette étude qui va être menée parce que le stationnement, je l'ai dit, c'est un vrai sujet. Quand vous passez 2 minutes dans une boutique, 3 minutes, 5 minutes, c'est le cas d'une boulangerie par exemple, effectivement, le parking sur le centre-ville est extrêmement complexe. Parce que la boulangerie de Hergé qui a fermé, elle, en termes de place de parking, c'est plus limité. D'autres sont un peu plus faciles sur ce point-là. Quand vous allez sur un marché, quand vous allez dans une grande surface, en réalité, quand on fait la somme, et là l'étude nous le montrera, on a beaucoup de place de parking. Après, on peut avoir une difficulté où il y a beaucoup d'entreprises de services aussi au centre-ville, avec des employés qui, du coup, ils sont bien obligés de se garer pour aller y travailler. Donc, il y a de la place, mais on peut avoir 5 minutes d'affaires. Je dis souvent le mercredi après-midi, le parking de la Beau-Soleil, piscine, vous êtes à 4 minutes à pied des Halles. Et comme c'est mercredi, il y a très peu de gens qui sont garés, parce que les écoles sont fermées. Donc, peut-être qu'on manque de signalétique, peut-être qu'il faut qu'on améliore ça pour dire aux gens, quand vous vous garez là, en fait, vous êtes à 4 minutes du centre-ville, 4 minutes à pied, au-delà du fait que c'est bon pour la santé, c'est finalement pas si long que ça, que de tourner pour essayer de trouver une place. Voilà, donc le parking débute, qui est en réalité pas si loin que ça non plus. Réellement, quand vous marchez, vous êtes à moins de 10 minutes à pied, c'est pas neutre. Mais le jour où si vous allez au marché, je me dis qu'il y a moyen quand même de marcher un tout petit peu. Mais c'est pour ça qu'on a cette étude, pour qu'on regarde réellement, est-ce qu'on manque de signalétique, en recréer, je pense que les lois sur l'urbanisme vont être très très claires sur le sujet, mais peut-être améliorer à certains endroits la manière dont les flux circulent. C'est vrai qu'il y a des places, hein, mais souvent les riverains les utilisent, donc c'est vrai que ça, forcément, il faut des voitures. Du coup, c'est un sujet très particulier à l'urbanisme, je ne sais pas si vous voulez réagir. Je pense que de toute façon, je vais plaisir à tout le monde. Vous avez dit clairement, il y a des gens qui vivent aussi dans la commune, et heureusement, parce qu'autrement, ce serait une guerre western. Mais on ne pourra pas, dans toutes les communes, il y a ce même problème. Alors, il y a
des initiatives de mobilité douce qui sont assez intéressantes, mais alors plutôt dans les communes de plus grande taille que Questembert. Mais quand j'entends 10 minutes pour venir à pied, j'ai envie de dire, quand vous allez au marché à Vannes ou quand vous allez n'importe où dans Vannes, les 10 minutes à pied, vous les faites largement. Et parfois, quand on va même dans une grande surface, j'y suis allé encore ce matin, en réalité, je pense que si j'avais mesuré le nombre de pas que j'ai fait, je pense que j'ai sûrement fait plus que de se garer dans le centre de Questembert pour aller au commerce. Donc en fait, tout ça, ça dépend je veux dire, on pose sa voiture et on se dit, bah oui, mais je suis garé loin. Mais en réalité, l'avantage de se garer loin, c'est aussi peut-être qu'on peut faire plusieurs commerces en même temps. Voilà, moi je vois bien, j'ai habité, je l'ai dit, je vais me le rappeler, j'ai des gens qui rentreraient bien avec leur bagnole dans le commerce. Bon, il y a un moment. Après, moi, quand je disais ça, c'est parce que quand je rentre de l'école avec mon fils qui est petit, pour lui, 10 minutes, c'est pas évident. Je préfère le prévenir, il faut le tenir. C'est pour ça que je dis ça. Parce que je suis dans ce cas-là. Il y a des gens où c'est vrai que si leurs enfants sont grands, ils vont tous seuls au marché. Là, forcément, on peut marcher 10 minutes. Ça n'est pas pour un adulte, pas de souci. Je suis d'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, je me présente. Je suis Madame Diron Nawel, la cuisine orientale sur Questembert. Juste on a un petit souci dans le marché de mercredi. C'est pareil au niveau du stationnement. Quand on arrive l'heure pour installer, on trouve toujours des personnes qui sont enlevées la barrière et qui ont installé notre place. Malheureusement, s'il est possible de faire quelque chose. Et on a aussi un petit souci, en fait l'hiver, on n'a pas de toute lumière. Au niveau où je suis installée avec ma voisine, la fromagère, en soleil, il y a de la lumière, mais nous on n'a rien du tout. Ce sera possible de faire un spot, quelque chose qu'on pourra avoir, parce qu'on ne va rien et tout ça. Bon, sur le sujet des marchés, parce que le lundi, le marché est plus gros, mais il y a les mêmes problèmes, qu'on soit bien d'accord, les entreprises, enfin les forains ou les marchands de ce marché qui viennent ont aussi ça. La police municipale essaie de faire la place avant, mais c'est jamais simple. Donc on gardera effectivement s'il y a moyen d'améliorer ça. Juste sur ce sujet, à la police municipale, on a 2 policiers municipaux, probablement un peu trop faibles. Il faudra qu'on voit dans les années à venir s'il faut qu'on en rajoute. En revanche, actuellement, on en a une de moins parce que dans les faits, elle est enceinte et que c'est un métier sur lequel vous n'avez plus le droit d'exercer très rapidement. Et donc, on a un nouveau policier municipal qui va arriver mi-février. Donc, on aura une équipe renouvelée qui sera plus facilement sur les points durs, notamment autour des écoles et du marché. S'agissant des lumières, on va regarder le point parce que j'avoue, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, on pourra se poser des questions de manière plus informelle. Juste avant, je voudrais revenir sur ce qui a été dit concernant la place des Halles. Alors ça m'intéresse énormément, j'y ai vécu pendant quelques années, donc j'ai aimé ce dynamisme qu'il pouvait y avoir et dans lequel on se sentait plutôt bien quand on était justement client. Aujourd'hui, le constat, c'est des commerces qui ferment. Et j'entends et je partage que des commerces qui ferment, ça peut devenir dangereux pour l'avenir. Et c'est pour ça qu'on travaille en ce moment même sur ce sujet-là, parce que il est hyper important, et c'était aussi, on comprenait maintenant un petit peu, je dirais, là où je voulais vous emmener tout à l'heure dans la présentation, mais c'est important de penser à demain, et de ne pas attendre demain pour commencer à y penser. Parce que toutes ces choses-là, ça s'anticipe, vraiment. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution, en fait. Parce que peut-être que ça n'a pas été suffisamment anticipé, et c'est bien dommage, parce qu'il y a des mots intéressants, il y a quelque chose à étudier, mais je partage, et c'est vrai que ça doit vous pénaliser. Voilà. C'était juste pour parler des faiblesses. Sur la boulangerie, on a échangé ensemble, les chiffres, si je me souviens bien lors de nos réunions avec le président de la fédération, c'est une installation pour 3 départs sur le Morbihan, mais c'est des données qui sont très similaires à peu près partout en France. Donc là, c'est la dynamique. Donc effectivement, là, on a une qui vient de fermer. Il y a chaque cas
a ses spécificités, donc je ne rentrerai pas plus dans le détail de celui-ci. En revanche, l'emplacement qu'il a, qu'a cette boutique à l'intérieur de la ville, c'est là où, dans le sujet, je transmets est-ce que c'est une boulangerie qui va reprendre derrière? C'est pas si sûr. Peut-être qu'il y a d'autres types de métiers qui pourraient s'installer dans une place aussi importante. Il n'empêche que c'était une boulangerie et que donc je sais qu'il y a des autres boulangers du centre-ville, il y en a qui sont dans la salle, et il se pose aussi la question de comment la dynamique se crée autour de ça. Ça fait partie des sujets, et je sais qu'on a un rendez-vous qui est en train de se caler par rapport à au moins l'une des deux autres qui est dans le centre-ville. Il y avait une question, du coup, oui, Nicolas. Oui, donc bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas Jean, le directeur de Rochefort-en-Terre Tourisme, on a un bureau d'accueil situé à côté des Halles, à Castambert. Et en fait, en force, effectivement, le tourisme est une véritable force, sachant qu'à Rochefort-en-Terre, qui est situé à une dizaine de kilomètres de Rochefort-en-Terre, de Castambert, on estime entre 800 000 à 1 million de visiteurs à l'année. Et je pense que vous avez aussi pu vous en rendre compte lors des illuminations de Rochefort-en-Terre qui ont été rayonnantes. En décembre dernier, effectivement, il y a eu un vrai flux qui a aussi alimenté Castambert en lien avec les restaurants qui, pour la plupart, étaient complets tous les soirs de décembre. Donc ça veut dire aussi que l'irrigation, au titre d'un petit village touristique qui attire beaucoup de monde et qui a une capacité réduite d'accueil, peut aussi bénéficier aux villes et aux villages alentours. Et je pense qu'on a bel et bien vu les retombées à l'occasion des illuminations lors de décembre dernier. Merci, effectivement. Alors, on a régulièrement discuté avec le Rochefort-en-Terre Tourisme. On a dans les faiblesses un manque au global de restaurants sur le territoire. Je ne parle même pas de l'hébergement touristique, là c'est quasiment un très gros problème. On a un camping, on a sur le territoire, on a le Moulin Neuf Aventure qui propose de l'accueil spécifique. Et on a beaucoup de gîtes, mais il n'y a plus d'hôtels sur le territoire. On a eu des porteurs de projets qui sont venus sur l'hôtel de Bretagne, mais je ne sais pas si c'était par chez vous qu'ils étaient passés, mais la marche pour reprendre une activité d'hôtellerie financièrement est très très haute dans les équipements existants. Tout le monde dit, bah oui, mais le Bretagne il est vide, l'hôtel de la gare est vide. Mais en réalité, sans rentrer dans le détail des projets, mais vous achetez un bien aux alentours de 250-300 000 €, il faut mettre 4 à 5 fois la mise pour redémarrer une activité. Donc c'est quand même pas rien en termes de projet. Et les porteurs de projets sur l'hôtellerie, c'est compliqué aussi sur ce domaine-là. Moi je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, quand le porteur de projet qu'on avait vu était venu, c'est un peu ce qui nous avait été expliqué. Au milieu de la salle, j'ai vu. Oui, bonsoir, Patrick Magret. Je sais qu'ils sont très très occupés à cette époque-ci, ils font beaucoup d'animation, donc nos amis agriculteurs ne sont pas invités ce soir. Pourtant, je pense qu'ils font partie de la vie économique de Castambert. Voilà. Alors, c'était une vraie discussion qu'on a eue. Alors, la discussion a eu lieu en disant on a 2 cérémonies de feu. On a une cérémonie de feu dans laquelle il y a les élus du territoire qui sont tous là présents, députés, sénateurs, conseillers départementaux, conseillers locaux, et la décision a été prise en discussion avec certains agriculteurs de faire les vœux à ce moment-là. Et ils sont venus et ils ont discuté. Lors des vœux, je les ai invités, et on a renvoyé le message après, mais pas de manière aussi officielle, on leur a dit, vous pouvez venir aussi aux vœux aux acteurs économiques. Sachant que les dynamiques sont évidemment très différentes, parce que ce n'est pas évidemment les mêmes métiers. Mais on ne les a pas oubliés dans l'absolu, et comme c'est un premier galop d'essai, et je souhaite toujours, en tout cas moi je suis toujours... en France on a un défaut sur l'entreprise, c'est qu'on accepte rarement l'échec. Or, moi je pense que dans la vie on a le droit de se tromper du moment qu'on rebondit, qu'on est plus grand après. On les invitera l'année prochaine. Ben oui, c'est des gens qui forment des jeunes et qui emploient de plus en plus de salariés, vu les grandeurs des exploitations. Voilà. Je pense qu'ils font partie. Bien sûr, on n'a pas dit le contraire, hein. Et puis on les reçoit assez régulièrement, quand ça va ou quand ça va pas. Donc, surtout quand ça va pas. Moi je suis prêt à les accueillir, même quand ça va. Pas de souci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que là le temps file.
moi, voilà, le sujet c'était quelles idées pour l'avenir du territoire. Donc l'UDEC a envoyé quelques pistes et ça serait intéressant qu'on y travaille. Je rappelle, donc le 15 février prochain, il y aura vraiment un atelier et là on sera sur le mode commerçant, sur la notion de stationnement et de flux, parce que je pense que c'est vraiment très 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 important de voir comment on peut améliorer les choses. Un des éléments que moi j'entends, et s'il y a d'autres questions, on va les prendre, hein, mais au contraire, levez la main, n'hésitez pas, il y en a une autre devant. Moi je pense que dans les éléments qu'on va devoir travailler, le problème c'est qu'on se bat contre quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Moi j'essaye de faire le plus de mes achats en local. Et c'est un vrai sujet, on n'en a pas parlé ce soir, mais en réalité, dans les difficultés qu'il peut y avoir sur le commerce de détail, au-delà de l'inflation qu'il y a eu, et on sait qu'il y a des arbitrages qui peuvent être faits dans des foyers, c'est aussi de consommer local. Je ne l'ai pas vu ce soir parce que je crois qu'elle ne pouvait pas être là, mais moi j'achète mes chaussures en local et j'essaie qu'elles soient le plus possible européennes parce qu'elles me coûtent plus cher, mais elles font 7 ou 8 ans. Alors moi je suis pas un gros fan de style, donc moi j'attends que mes chaussures qu'elles soient en bon état. Mais n'empêche que quand vous achetez une paire de chaussures 120 €, ça peut paraître beaucoup, sauf que si elles vous font 6 ans, c'est jamais que 20 € par an. Sur un budget, c'est pas énorme. Donc ça veut dire qu'il faut, et là je ne sais pas comment envoyer le message à la population, mais moi je pousse en tout cas, et peut-être qu'il faut qu'on travaille sur une question de communication avec la l'UDEC, pour se dire quel type de communication on peut avoir vis-à-vis de la population pour lui rappeler qu'il y a des commerçants dans le centre-ville qui ont souvent de la qualité de produit qui est meilleure que... J'ai rien contre les grandes surfaces, mais il y a la place pour les deux, et qu'il y a des boutiques en centre-ville de Questenberg qui ont des niveaux de qualité de ce qu'on peut avoir à Vannes ou sur d'autres places commerçantes, et que c'est aussi le rôle des citoyens. Et là, la difficulté, c'est qu'effectivement, Internet a pris une place renforcée par la notion du Covid, probablement extrêmement forte. C'était un des éléments que je voulais partager avec vous, parce qu'on n'en a pas parlé ce soir, mais c'est pas propre à notre territoire en termes de faiblesse, mais c'est plus sur cette partie commerce au sens global du terme, où il y a des arbitrages qui se font via Internet qui ne sont pas satisfaisants. J'ai vu que le micro était revenu. Oui, en fait, un petit point de vue, niveau le marché de mercredi, on a remarqué on a moins des producteurs locaux qui aimeraient essayer un petit appel d'offres pour avoir des personnes, que ça nous fait à nous, on a moins de clients par rapport à l'année dernière. Je pense qu'il y a eu quelques données qui ont été affichées sur les tendances globales. L'année 2023 a été une année où globalement la consommation s'est tassée, ou en tout cas les arbitrages ont été faits. Je parle par exemple sur l'alimentation, on sait que le budget, une partie a été transférée, les grandes surfaces n'ont pas perdu le chiffre d'affaires globalement sur le marché alimentaire, voire même ils ont augmenté parce qu'on vient chez eux. C'était partie de toute l'offre possible. Le mercredi, juste ce petit point, c'est pas un marché qui est organisé par la commune, c'est un marché qui est organisé par une association. C'est pas nous qui faisons passer des auditions, c'est pas nous qui rajoutons des personnes sur le marché. Donc c'est l'association conviviale qui s'en occupe. Et donc nous, on peut discuter avec eux, mais en tout cas, dès qu'il y a des nouvelles propositions qui sont faites, nous on les regarde, soit ils veulent se mettre le lundi, soit ils viennent et ils vont voir l'association pour savoir s'ils peuvent rentrer, en sachant qu'effectivement, il faut être des producteurs, des artisans du coin, parce que sinon, c'est plus un marché de producteurs. Bon, on peut prendre encore quelques questions, sinon on échangera autour du verre de l'amitié qui a lieu derrière dans la salle polyvalente à côté. Moi, je vais... avant de conclure. Alors, du coup, j'avais prévu de vous faire venir sur scène, Stéphanie, mais vous pouvez le faire directement. Oui, moi j'avais envie de vous dire plusieurs choses. Je pense qu'on est sur un territoire qui a beaucoup de force. Déjà, on a une ligne de train, c'est énorme. On est proche de la mer, ce qui est énorme. On est sur un territoire qui est hyper attractif, qui attire énormément de monde. Alors déjà, toutes les présentations que vous avez fait, merci parce qu'elles étaient super intéressantes, ça permet vraiment de prendre de la hauteur et de voir que dans les chiffres qui sont donnés, ça permet d'alimenter nos réflexions. Et moi, j'avais du coup, par rapport à ça, une réflexion qui est plus sur l'évolution du travail.
lycée Muriel Pénicaud a sorti un article qui s'appelle « Le tsunami du travail » que je vous invite à lire tous par rapport aux grands enjeux qui vont être les nôtres dans les années qui viennent, c'est-à-dire des enjeux technologiques, climatiques, mais aussi démographiques. Donc on sait à ce titre qu'on attend pas mal de monde sur la région de Questembert avec un vieillissement important de la population. 260 000 personnes sur la Bretagne dans les 20 années qui viennent, et on va en prendre une bonne partie ici parce que Questembert est un territoire en fort développement. Et par conséquent, ça veut dire qu'on va avoir plein de défis à relever. Les défis à relever qui vont être sur les modifications des modes de travail, avec, vous l'avez dit, de plus en plus d'indépendants, donc effectivement d'autres entreprises ou micro-entreprises, si vous préférez. Des gens qui ont besoin de travailler de chez eux, parce qu'ils sont consultants, qu'ils sont formateurs, parce qu'ils sont indépendants dans le numérique ou autre, qui ont besoin de travailler de chez eux ou qui ont besoin de louer des bureaux partagés. Donc on va avoir des besoins de ce type à développer, je pense, sur la commune. Et à ce jour, on n'a pas forcément... je dis ça parce que j'accompagne moi à titre personnel au niveau de la BGE et au niveau du coup de la communauté de communes de Questembert, des entrepreneurs, 44 entrepreneurs par an en moyenne, ou de porteurs de projets. Donc il n'y en a pas forcément de lieu pour les mettre, que ce soit des installations, disons, commerciales ou artisanales ou libérales, ou peu importe le statut, ou indépendantes. Et donc voilà, le problème ça va être un petit peu des lieux pour travailler. Donc ça, c'est des idées à développer, je pense. Et voilà, c'est essentiellement mon message. On a des lieux pour mettre les gens et aussi des lieux qui sont accessibles, qui rentrent dans les business plans. Parce qu'en fait, Sébastien disait tout à l'heure, il a tout à fait raison, que quand on monte les projets, c'est pas toujours facile d'accorder des emprunts, des prêts aux porteurs de projets parce que voilà, il y a toute une logique économique derrière qui doit tenir la route. Et donc on va avoir besoin de lieux accessibles pour tous ceux qui veulent s'installer en fait. Ça fait référence, j'ai vu une main se lever, donc le micro pourra retourner sur le... Je vais en profiter pour meubler en attendant que le micro bouge. Ça fait référence à deux choses. Effectivement, les lieux de travail partagés, on va dire ça comme ça, parce qu'il n'y a pas que les espaces de coworking classiques, il peut y avoir d'autres modes, se sont plutôt développés historiquement dans des communes plus grosses. Et comme tout... Enfin voilà, Questembert, j'ai l'habitude de dire, c'est une commune qui est en croissance. Et il y a des domaines qui n'étaient pas traités dans les territoires historiquement. On a failli avoir un sujet avec le Rigado, qui est basé à Vannes et qui a essayé de venir s'implanter. Mais le premier frein a été qu'on n'avait toujours pas la fibre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on veut des espaces partagés, il faut aussi du débit. La fibre arrive maintenant, donc le projet était il y a 1 an et demi, peut-être qu'il y a des porteurs qui reviendront. Et après, on parle de la problématique du foncier, que ce soit sur des baux commerciaux, que ce soit sur des terrains tout court, et puis la problématique des loyers. Et là-dessus, je sais que j'ai pris des petits coups une fois que je l'ai dit en conseil municipal sur le fait que c'était un des enjeux de notre territoire, avec des loyers qui sont parfois soit identiques à ceux de Vannes, alors qu'on n'a pas la zone de chalandise qui est Vannes. Il faut être super cohérent là-dessus, donc ça c'est problématique. Ou alors des loyers qui peuvent être un peu moins chers, mais avec des équipements, des bâtiments qui sont dans des états qui finalement ne sont pas du niveau de ce qui est proposé. Donc une fois que j'ai eu dit ça au conseil municipal, j'ai eu quelques courriers en mairie. Je le réitère, je pense que c'est un des sujets, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi que le sujet s'adapte réellement à l'usage qui en est fait ici, un espace de travail partagé. Vous ne pouvez pas forcément avoir le même loyer d'un bureau individuel que celui de Vannes, que celui de Nantes ou Rennes, parce qu'on est une commune de 8000 habitants, même si elle est à 13 000, il y a une sorte de logique. Et juste avant de passer d'accord, les gens vont dire là-dessus, mais il y a eu pas mal de mousse autour du classement 41e de Questembert sur un des sites qui propose des évaluations de communes. Un des éléments qui fait qu'on est haut dans ce classement de ville de rêve, c'est le coût de la vie qui est plus bas que la moyenne d'autres communes de notre taille en Bretagne et ailleurs.
Sauf que, par contre, on a un des éléments qui est moins bon, c'est sur le prix, le montant du loyer, donc du logement, le coût du mètre carré loyer. Donc c'est très significatif, finalement, et c'est pas moi, les données qui sortent de ce site, ce ne sont que des données soit INSEE, soit issues de champs consulaires ou autres. Donc ça rejoint ce que vous disiez, problème d'adéquation entre le besoin, enfin, l'offre et la demande sur certains types de loyers. Oui, en fait, c'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez. En fait, moi, j'ai des amis qui font des projets en tant que privé. Ils font des bâtiments qui sont abîmés dans des petites communes. Ils font on appelle ça des coworking, c'est ça? Et ils mettent ça en place et ils ont une demande pas possible. Et je vois à Castamere, vous ne le proposez pas. C'est pour ça que c'était juste pour rebondir sur ce que disait la dame. Je crois qu'ils le font dans les communes à l'extérieur de Vannes, parce qu'ils le faisaient sur Nantes, et ils le font à titre privé. Et c'est 2-3 jeunes qui ont commencé aux alentours de Nantes, qui l'ont fait maintenant aux alentours de... Ils ont des salles pour faire du paddle, ils ont de la restauration, du coup il y a des food trucks, des petits commerçants de petites bouches qui viennent proposer à manger. C'est vraiment impressionnant. Ils ont des demandes, mais vraiment beaucoup de demandes. C'est pour ça que c'était juste pour rebondir sur ce que disait la dame. J'entends. Et si vous voulez rebondir sur cet échange qu'on a là, premièrement, effectivement, c'est souvent le privé qui fait ça. Donc là, du coup, nous, on a essayé en direct sur un de nos équipements du centre-ville, mais à l'époque, l'absence de fibre a été extrêmement rédhibitoire. Après, ils n'utilisent pas la fibre, ils utilisent des grosses antennes Starlink, ça s'appelle, ça coûte moins cher. Si vous êtes dans des vieux bâtiments, tout ce qui est réseau, ça marche pas très bien. Non, c'est une parabole en fait. Ouais, mais on est en zone ABF au centre-ville, donc vous dites que la parabole, c'est pas tout de suite qu'on va réussir. Non, ça fait exprès pour les zones blanches en fait. Oui, mais j'entends. Le fait qu'on soit architecte à cause des halles, on est dans l'architecte des bâtiments de France, et on ne mettra pas grand-chose sur le toit en termes de parabole. Voilà. Oui. Juste 2 remarques, Stéphanie, par rapport à ton intervention. La première concerne l'emploi. Ma conviction, elle est profonde. Le rapport au travail a changé, beaucoup changé, il évoluera. C'est sociétal, voilà, il faut faire avec. À nous, à vous, d'adapter, on va dire, vos conditions de travail aux salariés et à leurs attentes. Pour illustrer Crédit Agricole, tous les collaborateurs sont équipés d'un PC portable, tous les collaborateurs peuvent télétravailler au minimum une journée par semaine. Ils peuvent faire du travail déplacé, c'est-à-dire qu'en clair, ils habitent à Vannes, ils peuvent travailler dans une agence plus proche de leur domicile, tout en travaillant pour l'agence de Castamere. Tout un tas de mesures peuvent être mises en place pour garantir leur employabilité dans la durée des formations. Un boucher charcutier, et il doit se former tout au long de son parcours, à l'employeur de faire les efforts à un moment donné, etc. Je clôt la parenthèse là-dessus. Ma deuxième intervention sur les espaces de coworking qu'il n'y a pas à Castamere. Spontanément, nous avons des locaux de façon très ponctuelle et sur bien évidemment les horaires d'ouverture de l'agence pour des questions de sécurité, tout est sous alarme à une certaine heure. Je suis en capacité à accueillir ponctuellement des personnes qui veulent travailler. On a une salle de réunion qui peut accueillir une quinzaine, une vingtaine de personnes. On peut prêter gratuitement, bien évidemment, notre salle de réunion. Je pourrais pas faire plus. Il y a une question tout en haut, une question au milieu. Finalement, une fois que c'est lancé. Et puis on restera là-dessus avant de passer, parce que je ne voudrais pas. Il y a une question après tout en haut. Hein. Oui, je vois marquer la force et faiblesse du territoire. Les axes routiers. Parce que pour développer un territoire, il faut des axes routiers. Donc on ne parle plus de la voie express qui devait passer au nord de Castamere. Celle-là est enterrée, je pense, c'est fini. Mais à Castamere, il y a quand même des soucis pour se déplacer au niveau d'un rocade, tout ça. Ça devient très très compliqué. Et pour développer notre commune de Castamere, il faudra quand même réagir là-dessus. Revoir la copie. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais vous poser une question. On va bien garder le micro parce que du coup, revoir la copie. On a un axe on a l'avenue des Genêts qui est à l'ouest, qui permet de contourner. On a l'avenue des Bruyères qui permet de contourner à l'est. L'avenue des Hibiscus qui est dans la zone qui permet de longer les zones d'activité et la zone commerciale de l'Henri. Donc effectivement, c'est des axes qui sont relativement chargés. Vous avez même pu voir, on a mis des boîtes actuellement de comptage
pour pouvoir faire les flux à l'intérieur de la commune, et puis de manière concentrique. Hein. Donc ça, c'est la commune qui, avec le cabinet d'études qui sera accompagné sur le stationnement, fait des mesures de comptage de où sont les flux. Mais du coup, vous attendez quoi? Parce que moi, je veux bien, mais je ne vais pas faire de 2 fois 2 voies dans Questenberg. Quand on voit, il y a longtemps, comme la commune de Pleurmel, bon, ils ont quand même bien réagi, ils ont fait une super rocade. Maintenant, c'est complet, c'est plein, c'est hyper développé. La commune du Musiac, c'est pareil, ils ont une rocade, ça va se développer. Des communes comme ça, il y a plein de communes comme ça qui font des routes qui contournent voilà, et puis ça se développe, ça s'agrandit. C'est vrai qu'il ne faut pas manger de train agricole, mais en même temps, il faut savoir si on veut se faire se développer, il faudra réagir, quoi. Il n'y a pas le choix. On va pas oublier les routes, c'est les routes. Alors, du coup, je vais Patrice, si tu voudras rajouter quelque chose. Moi, ce que je peux dire, c'est que les 2 exemples que vous notez, en réalité, sont langues nationales, toutes ces 2 communes. Et donc, en fait, elles ont déjà un maillage de 2 fois 2 voies autour que nous, on n'a pas et qu'on n'aura jamais. C'est comme ça. Hein. Ensuite, la consommation de terres agricoles est clairement en jeu. On a déjà échangé sur ce sujet-là. Admettons qu'on voudrait contourner de manière, comme on l'a eu sur la route bleue, hein, celle qui est à l'est de la commune et qu'on décidait de faire un contournement par l'ouest. C'est pas du tout dans les plans de la commune ni du département, parce que cette contournante ouest par la route bleue, c'est pas la commune hein, qui l'a développée. C'est en hors agglomération, donc c'est le département qui décide de faire un axe à cet endroit-là. Si on dit on part de la Vraie-Croix et on veut atterrir au sud de la commune autour de la route bleue, c'est le département. Et le département ne fera pas de ce type de route-là, ça n'existera plus. Moi je suis totalement transparent, ça n'existera plus des axes comme cela. C'est un fait, d'une part par le fait que le département ne crée plus de nouvelles routes. Il y en a eu quelques-unes, mais celles qui ont été lancées, si on prend Pleurmel, si on prend le Mini Route, c'est des projets qui ont été lancés il y a 15-20 ans, qui aboutissent maintenant. Le sujet du contournement de Bel Air, s'il avait été fait il y a 10 ans, c'est exactement ce qu'on a tenu comme discours au président Lapartien. La question ne se poserait pas. À ce jour, c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est le président du conseil départemental. Cette route-là ne fera pas l'objet d'amélioration de type contournement. Voilà. Sans être trop long, juste fonctionne. Sur des déplacements, il y a notamment les déplacements agricoles qui sont compliqués. Alors je change de casquette, mais je prends encore la casquette d'élu à la Chambre d'agriculture. On travaille dessus avec Questenberg Communauté et la Chambre d'agriculture pour essayer d'imaginer des échanges de parcelles pour qu'en effet les tracteurs encombrants puissent éviter tous les bourgs, mais aussi ceux de Questenberg. Il y a sans doute des déplacements nord-sud importants. Et si on pouvait faire que les gens qui ont leur site d'exploitation au nord puissent cultiver au nord et ceux qui sont au sud cultiver au sud, on pourrait peut-être à la fois gagner d'argent, gagner du pneumatique, gagner du temps. Donc ce serait intéressant pour tout le monde. Mais les problèmes de déplacement, notamment l'augmentation du nombre d'automobiles, c'est récurrent partout, dans les grandes villes, dans les petits bourgs de campagne, partout. On doit apprendre à sans doute développer les liaisons douces et puis aussi accepter de marcher un peu plus quand on voit, on s'est dit tout à l'heure, mais on n'a pas tellement d'alternatives pour les années à venir. Pendant ce temps-là, tous les routes sont plus ou moins bridées, quoi. Comme à Béric, on voit à Béric, ils ont mis des chicanes, tout ça, de plus en plus. C'est un problème. Béric est vraiment l'exemple, j'en parle parce que je suis bien comme ça. Il y a 1967, vous voyez, c'est pas hier, ça fait bientôt 50 ans, plus de 40 ans en tout cas, Lausac avait accepté de se faire dévier, ça a été fait. Les gens qui venaient de Rennes allaient à l'Atlantique, à par Lausac-Béric. Béric fait un choix de non-contournement à l'époque, et puis maintenant, il faut adapter la vitesse, c'est pas compliqué. C'est comme ça, c'est l'histoire qui a fait les choses. Je vais juste témoigner le temps que vous montrez. Moi j'habite à Noyelles-Musiac, alors je suis un voisin, et je peux vous dire que Questenberg c'est attractif pour la moitié des habitants de Noyelles-Musiac, et du Guermont, et des Merveilles, et Pérolle. Donc ne rougissez pas de votre situation géographique, elle est très favorable. Je vous le dis parce que je le vis au quotidien. Oui, bonsoir. Je me présente, M. Lars, commerçant PLR, je dis bien PLR. Donc, pour la sécurité et l'insécurité, qu'est-ce que vous pensez faire au niveau de la gare? Alors,
Avez-vous pensé, imaginé mettre des caméras au niveau de la gare? Alors, ça fait partie des sujets, si je l'ai abordé lors d'un dernier conseil municipal. On a mis au budget une somme relativement importante pour rénover la totalité de notre vidéoprotection et de l'étendre à des territoires particuliers qui n'étaient pas couverts actuellement. Celui de la gare en fait partie. Alors, non pas parce qu'il y a beaucoup plus d'insécurité qu'ailleurs, mais c'est surtout parce que, je vous invite à venir au centre-ville. Je pense qu'il y a certains commerçants qui pourraient vous dire qu'il y a 2 ans, je n'ai pas ménagé mes peines pour travailler auprès de la trentaine, quarantaine de jeunes qui traînaient tous les soirs sous les halles et qui ont pu, au bout d'un moment, avoir pas des condamnations, mais ils ont été en prison, ils ont été parce qu'il y avait des soucis. Donc il y a des difficultés à la gare, mais c'est loin d'être le seul endroit sur lequel on en aurait. En réalité, on n'a pas un niveau d'insécurité. Quand on discute avec la gendarmerie très régulièrement, c'est pas un territoire qui est à fort niveau d'insécurité. En revanche, c'est pas pour ça qu'on ne va pas agir. Et donc, on a en cours des devis, des chiffrages qui vont être mis en œuvre pour augmenter le nombre de caméras sur le territoire, sachant que je rappelle que la vidéoprotection n'empêche pas les actes. Elle permet de les résoudre a posteriori. Mais les caméras de protection existaient avant certains drames qui ont eu lieu dans les communes. Il y a eu d'autres sujets qui sont arrivés a posteriori, voire même des dégradations qu'on a régulièrement sous les caméras. Donc, ça permet d'être un peu plus efficace pour trouver des solutions. À certains endroits, ça les repousse, mais pas partout. Je vous dis, au centre-ville, il y a des endroits où ils sont sous les caméras. Autour de la Sodelle, il y a les caméras. Et on a trouvé d'autres solutions pour essayer de traiter le sujet. Mais la caméra n'est pas, loin de là, la solution à tout ce sujet. Bon, il est déjà 20h20. Moi, je vous propose d'aller boire un verre et discuter de quelques éléments nutritifs qui ont été commandés dans les commerces du coin, donc la boucherie idéale, la boulangerie pour le sucré, je crois, voilà, et puis les fleurs, la nouvelle fleuriste qui est dans la zone de l'Henri pour la décoration. Donc voilà, et donc oui, Stéphanie, j'ai oublié de dire, juste rapidement, il y a un événement qui a lieu à Castelmaine Communauté jeudi prochain. Oui, donc je voulais vous dire, ça apparaît dans la presse, mais comme vous êtes tous là, ça se passe très bien. En fait, PGE Tati, qui est un organisme de microcrédit et également spécialisé dans l'accompagnement des créateurs et des créateurs d'entreprises, mais aussi de ceux qui sont installés dans leur développement, ainsi que France Active, qui est aussi un des partenaires économiques qui ont leur permanence à la communauté de communes de Questenberg. Donc on a tous en théorie une journée où on peut vous recevoir, que ce soit pour la créa ou du développement de l'unité économique. Et donc, jeudi 8 après-midi, on sera 3 conseillers ensemble, donc vous gagnerez beaucoup de temps à nous rencontrer, ou à envoyer des personnes que vous connaissez de votre entourage qui pourraient être intéressées, puisque en fait, on sera 3 conseillers à votre disposition des 3 entités rassemblées ensemble. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie, et puis merci à tous les invités des échanges, des éléments très riches. Merci à vous, et à tout de suite autour d'un verre. Merci.